Pour vaincre une force invisible, la logique militaire exige une puissance de feu écrasante. Anéantir la jungle pour tuer le fantôme qui s'y cache. Sur l'île de Bougainville en 1943, cette logique a coûté des milliers de vies. Les Marines américains, équipés de la plus grande machine de guerre du monde, se heurtaient à un mur de verdure et de mort, tombant chaque jour sous les balles de tireurs d'élite japonais qu'ils ne voyaient jamais. Pourtant, la solution à ce massacre n'est pas venue de plus de bombes ou de plus d'hommes, elle est venue d'un seul soldat qui a décidé de faire le contraire de tout ce que le manuel de guerre enseignait. Au lieu de faire plus de bruit, il a cherché le silence. Au lieu de chercher l'ennemi, il a cherché ses règles. Et c'est ainsi qu'il a commencé à démanteler, un par un, les prédateurs les plus parfaits de la jungle, non pas en les combattant, mais en les piégeant dans leur propre perfection. Cette histoire n'est pas celle d'une bataille, mais celle d'un effondrement psychologique. Elle révèle comment un système conçu pour être infaillible peut être retourné contre lui-même par quelqu'un qui en comprend la faille cachée. Pour comprendre comment un homme seul a pu rendre visible l'invisible, il faut abandonner l'idée que la guerre se gagne uniquement par la force. Il faut plonger dans la doctrine japonaise, une philosophie de discipline et de mimétisme si rigide qu'elle en devenait prévisible. Ce qui suit n'est pas un récit de bravoure héroïque, mais une dissection clinique d'une stratégie contre-intuitive. Nous allons exposer le principe psychologique qui a permis de transformer la plus grande force d'un soldat, sa discipline absolue, en sa vulnérabilité la plus fatale. À la fin, vous comprendrez que parfois, pour vaincre un système, il ne faut pas le briser, mais l'obliger à s'autodétruire en suivant ses propres règles à la lettre. Novembre 1943. La baie de l'impératrice Augusta est un enfer vert et moite. Pour les Marines de la 3e division, chaque patrouille est une marche vers l'abattoir. Engoncés dans des équipements lourds, ils s'enfoncent dans une boue qui dévore les bottes et les âmes. Chaque branche qui craque, chaque bruissement de feuilles déclenche une rafale de tirs paniqués dans le vide, une décharge de puissance de feu qui ne fait qu'annoncer leur position à un ennemi silencieux. Les ordres du commandement sont clairs, localiser, fixer et détruire. Mais comment détruire ce qui n'a pas d'ombre ? La doctrine américaine, conçue pour les champs de bataille européens, se fracasse contre la réalité de la jungle. La supériorité matérielle est neutralisée par la topographie. La frustration grignote le moral des troupes, qui se sentent comme du bétail avançant à l'aveugle, attendant simplement la prochaine morsure d'un serpent qu'ils ne verront jamais. De l'autre côté du miroir, le soldat impérial japonais est devenu la jungle. Il n'est pas dedans, il en fait partie. Des heures, parfois des jours d'immobilité absolue, le corps enduit de boue, le fusil enveloppé de lianes. Sa discipline n'est pas une contrainte, c'est une arme. Il ne ressent ni la chaleur écrasante, ni les piqûres d'insectes, ni la faim. Il est une pure fonction. Observer, attendre la faille et délivrer une seule balle avec une précision chirurgicale. Pour lui, le marine américain est une créature bruyante et prévisible, une anomalie dans l'harmonie de la forêt. Le système japonais est fondé sur cette certitude. Leur patience et leur mimétisme sont infaillibles. Ils sont les prédateurs invisibles, et l'ennemi n'est qu'une proie maladroite, condamnée par sa propre nature à commettre des erreurs. Chaque Américain qui tombe confirme leur supériorité tactique et renforce leur conviction d'être invulnérable. Au sein d'une de ces patrouilles vouées à l'échec se trouve le caporal John Rowe. Il ne partage pas la nervosité agressive de ses camarades. Là où il voit un mur végétal hostile, il perçoit un écosystème complexe, un réseau d'informations. Fils de trappeur du Montana, il a appris à lire les signes que personne d'autre ne remarque. Il n'écoute pas les bruits de l'homme, mais le silence anormal qui les précède. Il est un élément de friction dans la machine militaire. Ses officiers le méprisent pour son manque d'agressivité. Ses hommes se méfient de son calme étrange. Il ne tire presque jamais. Il passe son temps à observer, les yeux plissés, non pas à la recherche d'un casque ou d'un uniforme, mais d'une branche qui se balance sans vent, d'un oiseau qui se tait soudainement. Il est un homme déplacé, un chasseur patient dans une armée d'abatteurs impatients, et son conflit intérieur est permanent. Suivre des ordres inefficaces ou faire confiance à un instinct que personne ne comprend. Le point de rupture se produit lors d'une embuscade. Un seul coup de feu claque, sec et précis. Le sergent s'effondre, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. Immédiatement, la jungle s'embrase sous le feu de riposte des Marines. Des centaines de balles déchirent les feuilles et l'écorce, sans jamais trouver de cible. Mais Rowe, lui, n'a pas tiré. Son regard est fixé non pas sur la direction du tir, mais à 50 mètres sur la gauche. Pendant une fraction de seconde, juste après la détonation, il a vu quelque chose. Pas un homme, pas une arme. Il a vu une toile d'araignée, intacte quelques instants plus tôt, se briser. Une perturbation infime, impossible à provoquer par le souffle de la balle. L'ennemi, en se réajustant après son tir, avait causé une anomalie dans son propre camouflage parfait. Une idée folle germe alors dans son esprit. Et si l'invisibilité de l'ennemi n'était pas une forteresse, mais une prison ? Et si chaque action, même la plus discrète, laissait une signature ? Rowe retourne au camp, l'image de la toile d'araignée brisée gravée dans son esprit. Il ne fait pas de rapport sur sa découverte. À qui pourrait-il parler ? Ses supérieurs ne verraient qu'une divagation, une excuse pour n'avoir pas vidé son chargeur dans la jungle comme les autres.
Ses camarades, rongés par la peur et la frustration, le considéreraient comme un lâche ou un fou. Le système n'est pas conçu pour traiter ce genre d'informations. Il est binaire. Ennemi visible, on tire. Ennemi invisible, on bombarde. Une toile d'araignée n'entre dans aucune catégorie. Rowe comprend alors qu'il est seul, non seulement face à l'ennemi, mais aussi face à sa propre armée. Sa perception unique de la jungle est devenue un fardeau. Il doit choisir entre la sécurité de l'obéissance aveugle, qui mène à une mort certaine, et le risque de suivre une intuition qui défie toute la logique militaire qu'on lui est inculquée. Il commence une étude obsessionnelle, non pas de l'ennemi, mais de son habitat. Pendant les patrouilles, il ignore les zones de danger évidentes pour se concentrer sur les détails apparemment insignifiants. Il observe les motifs des gouttes de pluie sur les larges feuilles, la façon dont les insectes réagissent aux vibrations du sol, la direction dans laquelle les oiseaux s'envolent lorsqu'une présence perturbe leur quiétude. Il compile mentalement une base de données de l'état normal de la jungle, une signature de son équilibre. Il apprend à distinguer le bruit naturel du silence artificiel. Ce n'est plus un soldat cherchant une cible, c'est un scientifique menant une expérience dans un laboratoire hostile. Chaque jour, la carte qu'il dessine dans sa tête devient plus précise. Il ne cherche plus un soldat japonais, il cherche la cicatrice laissée par sa présence sur le tissu parfait de l'environnement. La doctrine militaire américaine, formalisée dans les manuels de terrain, est un monument à la force brute. Elle enseigne que la guerre est une équation de masse et de vélocité. Pour chaque problème, la solution est une application supérieure de puissance de feu. Les tireurs d'élite, selon ce dogme, doivent opérer en binôme, un tireur pour l'exécution, un observateur pour le calcul. Leur rôle est d'éliminer les cibles de grande valeur et de fournir des renseignements. Mais à Bougainville, cette doctrine se heurte à un mur. L'observateur ne peut rien observer. La distance, le vent, la position de l'ennemi sont des variables inconnues. Le manuel est inutile. Les Marines continuent de suivre les procédures, car la procédure est tout ce qu'ils ont. Ils avancent en formation, communiquent par signaux et répondent à chaque tir par un feu de suppression écrasant, gaspillant des milliers de cartouches contre des fantômes. Au-delà des règles écrites, il existe une culture opérationnelle impitoyable. La cohésion du groupe est la loi suprême, et cette cohésion est bâtie sur une démonstration constante d'agressivité. Le soldat idéal est celui qui charge en premier, qui tire le plus, qui crie le plus fort. La prudence est vue comme de la couardise, l'observation comme de l'inaction. Un homme comme Rowe, silencieux et réfléchi, est une anomalie structurelle. Il menace l'équilibre psychologique du groupe qui repose sur l'illusion que l'action agressive est une forme de contrôle. Désobéir à un ordre mène en cour martiale, mais désobéir à ce code culturel non écrit mène à l'isolement, à la méfiance et finalement à la mort. On ne laisse pas un homme étrange couvrir ses arrières dans une embuscade. Rowe doit donc naviguer non seulement la jungle, mais aussi la psychologie de ses propres frères d'armes. Le système japonais est l'antithèse parfaite. Leur doctrine est une fusion de l'art de guerre ancestral et d'une discipline quasi-religieuse. Chaque soldat est entraîné à effacer sa propre humanité pour devenir une extension de la volonté de l'empereur. Dans la jungle, cela se traduit par une patience surhumaine. Ils peuvent rester immobiles pendant des jours, endurant la faim, la soif et les insectes, attendant le moment parfait. Leur camouflage n'est pas un simple équipement, c'est une philosophie. Ils utilisent la boue, les feuilles, les lianes pour se fondre dans le décor jusqu'à devenir indétectables. Ils ne considèrent pas les Marines comme des soldats, mais comme une force de la nature bruyante et chaotique, une intrusion qu'il faut éliminer avec la précision calme et détachée d'un prédateur chassant une proie inférieure. Leur supériorité n'est pas matérielle, elle est spirituelle et tactique. Cependant, cette perfection cache une faille structurelle, une rigidité absolue. La doctrine japonaise est fondée sur un postulat incontesté. Toute anomalie dans l'environnement est une erreur de l'ennemi. Une branche qui bouge sans vent, un oiseau qui se tait, un reflet suspect sont des signaux qui déclenchent un protocole d'investigation obligatoire. Le soldat n'a pas le choix d'ignorer un tel signe. Son devoir est de l'identifier et, si possible, de l'exploiter. Cette obéissance aveugle au protocole est la pierre angulaire de leur efficacité. Ils ne peuvent pas concevoir qu'une anomalie puisse être un piège, un stimulus délibérément créé pour les forcer à réagir. Leur confiance dans leur propre discipline et dans la maladresse prévisible de l'ennemi est si totale qu'elle crée un angle mort psychologique. Ils sont devenus les prisonniers de leur propre système infaillible. Le résultat est une impasse sanglante. Les Américains contrôlent une petite tête de pont autour de la baie, un périmètre défensif qu'ils ne peuvent étendre sans subir des pertes effroyables. Chaque patrouille est un pari mortel. Les Japonais, de leur côté, contrôlent l'immense majorité de l'île. Ils sont en infériorité numérique et logistique, mais leur maîtrise du terrain leur permet de mener une guerre d'usure psychologique dévastatrice. Ils frappent où ils veulent, quand ils veulent, puis s'évanouissent. Les deux camps sont enfermés dans leur propre logique, convaincus que la persévérance finira par payer. Le commandement américain attend que l'attrition épuise les Japonais, le commandement japonais attend que l'hémorragie constante brise la volonté de combattre des Américains. Personne n'imagine une sortie de cette spirale de violence autre que la force brute. C'est dans cet équilibre de la terreur que réside la véritable fragilité du système. La machine de guerre japonaise, si efficace, repose entièrement sur une seule dépendance critique, la prévisibilité de son adversaire. Elle est conçue pour contrer un ennemi qui avance en force, qui fait du bruit, qui cherche à localiser et à détruire. Toute leur doctrine, leur entraînement, leur psychologie sont orientés vers la détection et l'exploitation des erreurs d'un adversaire conventionnel. Le système n'a aucune réponse face à un ennemi qui refuserait déjouer ce jeu. Un adversaire qui n'attaquerait pas, qui ne chercherait pas, mais qui se contenterait de présenter des énigmes.
un ennemi qui utiliserait le silence comme une arme et la propre discipline du soldat japonais comme le mécanisme de sa propre destruction. Le champ de bataille est prêt non pas pour une nouvelle tactique, mais pour une inversion complète de la logique de la guerre. John Rowe n'est pas né soldat. Il a grandi dans l'immensité silencieuse du Montana, où le bruit était un intrus et la patience une monnaie d'échange avec la nature. Son père, un trappeur au visage buriné par le vent, ne lui a pas appris à se battre, mais à attendre. Il lui a enseigné le langage des traces, la signification d'une branche cassée, le silence soudain des oiseaux. Dans ce monde, la survie ne dépendait pas de la force brute, mais de la capacité à devenir une partie invisible du paysage, à comprendre les habitudes de sa proie jusqu'à pouvoir prédire son prochain mouvement. Cette formation, lente et méticuleuse, a forgé en lui une perception du monde radicalement opposée à la culture explosive et frénétique du corps des Marines. Il n'a pas appris à détruire, mais à déconstruire, à lire les failles d'un système en observant ses routines. Dans l'enfer vert de Bougainville, cette nature profonde fait de lui un paria. Ses camarades, nourris à la doctrine de l'agression, interprètent son calme comme de la peur, son observation méticuleuse comme de l'indécision. Il ne se jette pas à terre au premier coup de feu pour riposter à l'aveugle. Il se fige pour écouter, pour analyser la résonance du tir, pour observer la réaction de la faune. Pour les autres, il est un poids mort, un homme qui ne fait pas sa part du travail bruyant et sanglant. Ses officiers, formés à valoriser l'action immédiate et visible, le voient comme un élément peu fiable, potentiellement lâche. Son incapacité à participer à la fureur collective le coupe de la fraternité virile qui soude l'escouade. Il est physiquement présent, mais psychologiquement absent, un fantôme au sein de sa propre armée, luttant contre un isolement aussi dense que la jungle qui l'entoure. Sa compétence unique est une forme de lecture. Là où les autres voient un chaos végétal, une masse indistincte de menaces, Rowe perçoit une grammaire, une syntaxe. Il ne cherche pas l'ennemi, il cherche l'anomalie. Il a appris que chaque être vivant laisse une empreinte sur son environnement, perturbe un équilibre délicat. Un soldat japonais, aussi parfaitement camouflé soit-il, est une dissonance dans l'harmonie de la jungle. Il déplace de l'air, il brise des toiles d'araignée invisibles, il fait taire les insectes par sa seule présence. Rowe ne cherche pas un homme, il chasse cette dissonance. Sa vision n'est pas focalisée sur une cible potentielle, mais sur le contexte global, attendant que le système lui-même révèle la position de l'intrus. Cette approche quasi-mystique pour ses pairs est en réalité une science de l'observation poussée à son paroxysme, une compétence inutile dans un manuel de guerre. Le conflit qui le ronge est profond et paralysant. Il est tiraillé entre deux logiques de survie incompatibles. D'un côté, la logique militaire, obéir, avancer en groupe, utiliser la puissance de feu, faire confiance à la chaîne de commandement. Suivre cette voie, c'est s'assurer l'acceptation de ses pairs, c'est rester en sécurité au sein de la structure. Mais il voit bien que cette logique mène à une mort certaine et absurde. De l'autre côté, il y a son instinct de trappeur. Se fier au silence, agir seul, attendre le moment, ne faire qu'un tas avec l'environnement. Cette voie est celle de la survie, mais elle implique de désobéir, de s'isoler, de risquer la cour martiale ou d'être abandonné par les siens au moment crucial. Chaque ordre de patrouille est un dilemme. Doit-il être un bon soldat et mourir, ou être un bon chasseur et vivre, mais seul? Ce choc avec le système se manifeste de manière brutale et répétée. Lors d'une patrouille, il arrête net sa section, la main levée, parce qu'il aperçut une absence de chant d'un certain type d'oiseau dans la zone vers laquelle il se dirige. Son sergent, exaspéré par ce qu'il considère comme de la paranoïa, l'insulte et lui ordonne d'avancer. Quelques mètres plus loin, l'embuscade se déclenche, coûtant la vie à 2 hommes. Rowe n'obtient aucune reconnaissance pour son intuition. Au contraire, son hésitation est notée dans le rapport comme un manque de combativité. L'incident renforce sa conviction que le système est aveugle, mais il le piège davantage. S'il parle, on ne le croit pas. S'il se tait et obéit, il marche vers la mort. S'il désobéit, il devient un traître. Il est pris au piège d'une connaissance qu'il ne peut ni partager, ni ignorer. Sa plus grande faille est son incapacité à traduire son savoir instinctif en langage militaire. Comment expliquer à un lieutenant fraîchement diplômé de West Point que le danger ne réside pas là où l'ennemi a tiré la veille, mais dans une zone silencieuse où les lianes pendent d'une manière anormale? Ces tentatives de communication sont accueillies par le scepticisme ou le mépris. Il ne peut pas quantifier ses observations, les transformer en coordonnées sur une carte ou en probabilités statistiques. C'est un savoir du corps, des sens, de l'expérience vécue. Je le sens n'est pas un argument recevable dans une armée qui fonctionne sur des faits, des ordres et des rapports. Cette impuissance à communiquer le condamne à l'action solitaire. Puisqu'il ne peut convaincre personne par les mots, il devra prouver la validité de sa méthode par les actes, même si cela signifie franchir toutes les lignes rouges. Il atteint alors un point de rupture psychologique. L'image de la toile d'araignée brisée devient une obsession, le symbole de sa nouvelle compréhension. Il réalise que continuer à se battre contre son propre camp est une perte d'énergie. Il ne peut pas changer le système, mais il peut l'ignorer. Il prend une décision silencieuse mais irrévocable. Il va désobéir. Pas de manière frontale et suicidaire, mais de manière furtive et méthodique. Il continuera de partir en patrouille avec son unité, mais une fois dans la jungle, il mènera sa propre guerre, une guerre de silence et de patience. Il accepte son statut de paria comme une nécessité tactique. Son isolement, autrefois une source de souffrance, devient son armure. Il n'est plus un marine essayant de survivre. Il est un prédateur qui a décidé de changer les règles de la chasse, seul contre tous. La première expérience de Rowe est une transgression silencieuse, presque imperceptible. Au cours d'une patrouille, alors que son unité s'arrête pour une pause tendue, il s'éloigne de quelques mètres sous un prétexte anodin. D'un geste rapide, il dépose un petit carré de papier d'emballage de ration, brillant légèrement sous un rayon de lumière filtrant à travers la canopée. Il le place non pas au hasard, mais dans un couloir de tir naturel, un endroit qu'un observateur patient jugerait idéal pour surveiller le sentier. Ce n'est pas un acte de guerre, mais une question posée à la jungle.
Il ne cherche pas à tuer, il cherche une réponse. Pour ses camarades, il ne fait rien. Pour le système militaire, son action est insignifiante. Mais pour Rowe, c'est un acte de rébellion fondamentale. Il utilise un déchet, un signe de négligence américaine, comme un stimulus calculé pour tester la discipline rigide de son adversaire. Il parie sa théorie sur la psychologie d'un ennemi qu'il n'a jamais vu. La réponse ne se fait pas attendre. Quelques minutes plus tard, alors que la patrouille se remet en marche, un unique coup de feu claque. La balle ne vise personne. Elle perfore le centre exact du papier d'emballage, le projetant dans la boue. Une réaction de pure investigation. Les marines se jettent au sol, ripostant à l'aveugle dans la direction du tir, gaspillant des centaines de cartouches contre le mur vert. Rowe, lui, reste immobile, son cœur battant la chamade. Il a sa confirmation. Le tireur japonais, conditionné à ne tolérer aucune anomalie dans son secteur, a été contraint par son propre protocole de révéler sa présence et sa position approximative. Mais cette victoire est un poison. Il est le seul à en comprendre la signification. Comment expliquer à son sergent qu'il a provoqué un fantôme avec un détritus? Sa connaissance le sépare encore plus de ses frères d'armes, le plongeant dans une solitude stratégique absolue. Il doit aller plus loin, transformer la confirmation en une arme létale. L'étape suivante exige une rupture totale avec le protocole. Lors de la patrouille suivante, dans un terrain particulièrement dense, il simule une chute et se laisse distancer, disparaissant dans le sous-bois avant que Kikin ne remarque son absence. C'est un risque incessant. Être seul dans cette jungle est une condamnation à mort. Mais il n'est plus un soldat suivant une carte, il est un chasseur lisant un territoire. Il trouve un endroit qu'il avait repéré, une petite clairière naturelle offrant une vue parfaite depuis une crête voisine. Il ne cherche pas le sniper, il se met à sa place, imagine son point de vue. Puis, il commence son travail. Avec un fil de pêche récupéré, il attache une branche basse et, depuis une position dissimulée, commence à la tirer par intermittence, créant un mouvement lent et contre nature, une provocation subtile conçue pour l'œil d'un prédateur. L'attente est une épreuve psychologique, une bataille de patience menée dans un silence oppressant. Des heures s'écoulent. La chaleur, les insectes, la tension. Rowe les ignore, son esprit entièrement concentré sur le jeu qu'il a mis en place. Il ne regarde pas la branche qu'il fait bouger, mais la crête opposée, scrutant non pas une forme humaine, mais une rupture dans la texture de la jungle. Et puis, il la voit, un changement infime, presque subliminal. La lumière se réfléchit différemment sur une zone de feuillage, comme si une lentille avait bougé. C'est la signature. Le sniper, intrigué par le mouvement anormal, a dû ajuster sa position ou son optique pour mieux observer. C'est tout ce dont Rowe a besoin. Il épaule son fusil, vise non pas un homme, mais la dissonance, et presse la détente. Un seul coup. Le silence revient, plus lourd qu'avant. Il a réussi. Mais le prix est une solitude glaciale, et le poids d'un secret qui le définit désormais entièrement. Le retour à l'unité est une performance. Il invente une histoire plausible. Il s'est perdu, a erré, avant de tomber par hasard sur un nid de sniper isolé. Son récit est accueilli avec un mélange de soulagement et de scepticisme. Un coup de chance est acceptable, mais le schéma commence à se répéter. Patrouille après patrouille, Rowe disparaît brièvement pour réapparaître avec la nouvelle d'un ennemi neutralisé, toujours avec une précision chirurgicale qui contraste violemment avec la frénésie inefficace du reste de l'escouade. La chance devient une coïncidence suspecte. Ses camarades le regardent différemment. La méfiance initiale se mue en une curiosité inquiète. Il n'est plus simplement l'original silencieux, il est une énigme dangereuse. Son succès, au lieu de l'intégrer, creuse un fossé encore plus profond. Il est efficace, mais il n'est plus l'un des leurs. Il est devenu un fantôme chassant d'autres fantômes. L'anomalie remonte inévitablement la chaîne de commandement. Le taux de pertes ennemies attribué à l'escouade de Rowe, et plus particulièrement à Rowe lui-même, est statistiquement improbable. Un jeune lieutenant, Zélier, est fraîchement débarqué, est chargé d'enquêter. Formé à croire en la doctrine et la procédure comme en une religion, il voit en Rowe non pas un atout, mais une aberration, un symptôme de l'effondrement de la discipline. Pour lui, la guerre n'est pas un art de l'instinct, mais une science de la force appliquée. Il confronte Rowe, dissèque ses rapports, lui demande de justifier chaque balle tirée. Il lui interdit formellement de s'éloigner de l'unité, le menaçant de la cour martiale. Le système, jusqu'alors une force d'opposition passive et inefficace, devient un adversaire actif et personnel, déterminé à écraser la méthode de Rowe au nom de l'ordre. Le lieutenant décide de briser Rowe en le forçant à se conformer. Lors de la patrouille suivante, il le place en tête de colonne avec un ordre explicite. Signaler tout contact visuel. Personne n'ouvre le feu sans mon commandement direct. C'est un piège. Rowe se retrouve privé de son unique avantage, l'autonomie. Bientôt, ses sens s'alarment. Il ne voit rien, mais il lit les signes. Le silence des insectes dans un bosquet. Une empreinte de botte tabi japonaise anormalement sèche, à peine visible dans la boue. Il obéit. Il s'arrête et fait son rapport au lieutenant, décrivant ce qu'il perçoit. Le lieutenant balaie la zone du regard, ne voit que des arbres et des feuilles, et traite l'avertissement de Rowe avec un mépris non dissimulé. Il ordonne à la colonne d'avancer. Quelques secondes plus tard, la jungle explose. Un tir de sniper frappe le soldat juste derrière Rowe, le blessant gravement. L'embuscade est un échec cuisant qui cristallise le dilemme de Rowe en une certitude insupportable. En suivant les règles, il est devenu complice de la blessure de son camarade. L'obéissance, la vertu suprême du soldat, s'est révélée être une trahison. La colère du lieutenant se retourne contre lui, l'accusant d'avoir été trop lent, d'avoir manqué de vigilance, refusant d'admettre la faillite de sa propre doctrine. Pour Rowe, la ligne est franchie. Il comprend qu'il ne peut plus tenter de concilier son monde avec celui de l'armée.
Le système n'est pas seulement inefficace, il est activement dangereux. Il protège ses propres failles au détriment de la vie de ses hommes. Le conflit interne qui le rongeait s'achève sur une décision froide et définitive. Pour protéger son unité, il doit déclarer une guerre secrète, non seulement à l'ennemi, mais aussi à sa propre hiérarchie. Cette nuit-là, dans l'obscurité de sa tente, Ro prépare sa véritable entrée en guerre. Il ne nettoie pas son fusil réglementaire, mais assemble un arsenal de trappeurs. Des bobines de fil de pêche, des éclats de miroirs polis, des clochettes de rations vides. Des outils non pas de destruction, mais de manipulation. Son plan est une escalade radicale. Il ne s'agit plus de chasser un sniper à la fois. Il va sortir seul, de nuit, en violation de l'ordre le plus fondamental, pour tisser une toile de leurre sensorielle à travers le périmètre. Il va transformer la jungle en un théâtre psychologique, en utilisant les propres protocoles de l'ennemi pour le rendre fou, pour le forcer à voir des menaces partout, à douter de ses propres sens. C'est l'acte de désobéissance ultime, un point de non-retour. Il abandonne son identité de marine pour devenir ce que la situation exige, un prédateur de prédateurs. Le poids de la désobéissance potentielle pèse sur John Ro, mais il est éclipsé par le fardeau bien plus lourd de l'obéissance. Chaque fibre de son être, façonnée par les silences du Montana, hurle contre la logique suicidaire qu'on lui impose. Le dilemme n'est plus tactique, il est existentiel. Suivre les ordres, c'est trahir son instinct, cette boussole intérieure qui a toujours garanti sa survie et qui est la seule chose authentique qu'il possède. C'est accepter de devenir un rouage aveugle dans une machine qui broie ses propres enfants. Mais désobéir, c'est se déclarer ennemi de cette même machine. C'est renoncer à la seule structure, à la seule fraternité qu'ils connaissent dans cet enfer. Il est pris en étau entre deux formes de mort. Une mort physique, probable, en suivant les règles, et une mort sociale, certaine, en les brisant. Le système exige de lui qu'il choisisse entre être un bon soldat et être un homme vivant. Le conflit interne atteint son paroxysme. Il revit en boucle la scène de l'embuscade, le mépris dans le regard du lieutenant, le cri de douleur de son camarade. Cette image devient le catalyseur de sa transformation. La colère et la frustration se muent en une clarté froide et tranchante. Il réalise que sa loyauté n'est pas due à l'uniforme ou au drapeau, mais aux hommes qui saignent à ses côtés. Le système, avec ses manuels et ses hiérarchies, n'est pas un protecteur. C'est une menace abstraite, aussi dangereuse que l'ennemi invisible dans la jungle. Protéger ses frères d'armes exige de trahir l'institution qui les envoie à la mort. Le paradoxe est absolu, et la seule issue est une rupture. Il doit cesser d'être un soldat qui pense comme un trappeur, et devenir un trappeur qui utilise l'uniforme du soldat comme camouflage, non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre sa propre armée. La décision clé mûrit dans le silence de la nuit, une résolution aussi silencieuse et contre-intuitive que ses méthodes. Il n'affrontera pas le lieutenant, il ne déposera pas de rapport, il ne tentera plus de convaincre personne. Ses actions relèvent de la logique du système, et il a compris que ce système est imperméable à la raison. Sa décision est de devenir un fantôme. Il opérera à marge, dans les angles morts des procédures. Il continuera de participer aux patrouilles, mais son véritable travail commencera là où s'arrête la surveillance de ses supérieurs. Il ne chassera plus seulement l'ennemi, il va créer un sous-système de guerre, basé sur ses propres règles, invisible aux yeux de sa propre hiérarchie. C'est un choix d'une solitude extrême, un pari qu'il peut être plus efficace seul et en secret que toute son unité agissant au grand jour. C'est une folie, mais une folie calculée. Cette décision est un suicide professionnel et un risque mortel. Mais pour Ro, c'est la seule voie honorable. Il accepte le coup. S'il est découvert, il sera traduit en cour martiale pour désobéissance en temps de guerre, une accusation passible de la peine de mort. S'il échoue dans la jungle, personne ne viendra le chercher, et sa mort sera attribuée à l'ennemi, ou pire, à la désertion. Il n'y aura ni gloire ni reconnaissance. Il renonce à la sécurité du groupe, à la camaraderie, à la validation de ses pairs. En échange, il gagne la seule chose qui compte désormais pour lui, la liberté d'agir selon sa propre logique, la seule chance de réellement changer l'issue de cette guerre d'usure. Il choisit de sacrifier son identité de marine pour préserver des vies, y compris la sienne. Le chemin du retour est désormais fermé. Il ne pourra jamais redevenir le simple soldat qu'il était censé être. L'acte de rupture se matérialise dans l'obscurité, tandis que le camp dort d'un sommeil agité. Ro prépare son équipement non réglementaire. Ce ne sont pas des armes de soldats, mais des outils de chasseur psychologique. Il enroule méticuleusement du fil de pêche autour d'une bobine de bois, poche des éclats de miroir qu'il a polis sur une pierre, et remplit une petite sacoche de clochettes fabriquée à partir de boîtes de conserve vides. Chaque objet est une négation de la doctrine militaire. Là où l'armée oppose la force brute, il opposera la manipulation subtile. Là où elle utilise l'acier, il utilisera la lumière et le son. Cet arsenal hétéroclite est le symbole de sa déclaration de guerre personnelle. Il ne s'agit plus de tuer un ennemi, mais de déconstruire son esprit, de retourner sa discipline contre lui. En préparant ses outils, il se dépouille de son ancienne peau de soldat et endosse celle du prédateur alpha. Juste avant de quitter le périmètre, il jette un dernier regard sur ses camarades endormis.
Il ne ressent ni supériorité ni mépris, mais une profonde et douloureuse responsabilité. Sa décision n'est pas un acte d'égoïsme, mais le sacrifice ultime. Il les quitte pour mieux les protéger. En s'enfonçant seul dans la jungle nocturne, il franchit une frontière invisible, bien plus significante que les lignes de front tracées sur une carte. Il quitte le monde des hommes et des règles pour entrer dans un royaume régi par l'instinct et la perception. Son conflit interne est résolu, non pas par un compromis, mais par une scission totale. Il n'est plus John Rowe, caporal du corps des Marines. Il est une anomalie, un agent du chaos dans un système trop rigide pour le comprendre, et il va utiliser cette nouvelle identité pour briser l'équilibre de la terreur que tout le monde croyait immuable. La nuit de Bougainville est une entité vivante, une obscurité palpable, saturée de l'humidité des feuilles en décomposition et du bourdonnement incessant des insectes. John Rowe se meut en son sein, non pas comme un soldat, mais comme une partie intégrante de son métabolisme. Chaque pas est calculé, posé dans le silence entre deux croissements de grenouilles. Il n'est pas en train de patrouiller, il tisse une toile. Avec la patience d'une araignée, il tend des fils de pêche à hauteur de cheville, y suspendant de minuscules clochettes de ration qui resteront muettes au vent, mais trahiront le moindre contact. Il plante des éclats de miroir dans la boue, les orientant avec une précision d'astronome pour qu'ils attrapent les premiers rayons obliques de l'aube. Il ne construit pas une fortification, mais un instrument de musique macabre, une installation artistique conçue pour jouer avec les nerfs d'un ennemi dont la discipline est la seule partition qu'il sache lire. Chaque geste est une violation directe des ordres, un pas de plus vers la cour martiale ou la mort solitaire. L'aube déchire le voile noir avec une lenteur cruelle. La lumière, d'abord grise et laiteuse, se transforme en lame dorée qui perverse la canopée. C'est le moment de vérité. Posté dans un nid de racines de banyan, Rowe ne respire presque plus. Il ne cherche pas un casque ou une silhouette. Ses yeux balaient la jungle non pas pour ce qui y est, mais pour ce qui va y changer. Soudain, un éclat. Un flash minuscule, contre nature, à 200 mètres sur sa droite. Un de ses miroirs vient de renvoyer le soleil levant. Pour un marine, ce ne serait qu'un reflet. Pour un sniper japonais dont la mission est de cataloguer chaque photon anormal dans son secteur, c'est un événement. C'est une question posée directement à son cerveau reptilien. Un défi lancé à sa perfection. Rowe attend. Le silence qui suit le flash est plus lourd, plus dense. La jungle retient son souffle, et Rowe avec elle. Le piège est amorcé. La psychologie de l'ennemi est désormais le détonateur. La première réponse est acoustique, presque imperceptible. Un craquement sec, non pas le bruit d'une branche morte tombant, mais celui d'une branche vivante cédant sous un poids qui se déplace. Un sniper, intrigué par le reflet, a bougé. Il n'a pas tiré. Il a simplement commis une micro-erreur, une perturbation dans la symphonie naturelle, un son que seul un trappeur peut isoler du bruit de fond. Presque simultanément, un tintement cristallin et étouffé monte d'une autre direction. Un fil de pêche a été touché. Rowe ne bouge pas. Il ne lève même pas son fusil. Il est un sismographe enregistrant les secousses d'un système nerveux qui commence à se dérégler. Il ne chasse plus des hommes. Il cartographie une contagion de la peur, observant comment ces stimulés artificiels forcent des prédateurs invisibles à trahir leur propre invisibilité, non pas à lui, mais à leur propre environnement. La contagion se propage avec la montée du soleil. Un autre éclat de miroir, un autre mouvement furtif. Un oiseau s'envole sans raison apparente, effrayé par un prédateur qui a dû ajuster sa position. La doctrine japonaise, si efficace contre un ennemi prévisible, devient une prison. Chaque sniper est obligé par son entraînement à investiguer ces anomalies, mais chaque investigation est un risque. La tension devient insoutenable. Leur monde parfaitement ordonné est envahi de fantômes sensoriels. C'est alors que le système se fracture. Un coup de feu claque, sec et isolé. Mais la balle ne vient pas vers les lignes américaines. Elle s'enfonce dans un bosquet vide, là où un sniper a cru voir la source d'un reflet. La paranoïa a vaincu la discipline. Ils commencent à se chasser les uns les autres, voyant des ennemis dans les ombres créées par les leurs de Rowe. La jungle n'est plus leur allié. Elle est devenue leur salle de torture psychologique. Le chaos atteint son apogée. Rowe, ayant triangulé plusieurs positions grâce à cette cacophonie d'erreurs, choisit sa cible, pas la plus proche, mais la plus centrale, celle dont les réactions suggèrent une position de commandement. Il ne s'agit plus de tuer un soldat, mais de décapiter le réseau. Un seul tir, précis, chirurgical. Le silence qui suit est différent. Ce n'est plus un silence d'attente, mais un silence de choc. La mort de ce sniper, combinée à la surcharge sensorielle, brise la dernière digue de leur discipline. La peur, la vraie peur animale, submerge des années de conditionnement. Ils croient une attaque massive et parfaitement coordonnée. Ils font alors l'impensable. Ils rompent le camouflage. Des silhouettes se lavent et courent, fuyant les démons que Rowe a implantés dans leur esprit. Pour la première fois, les fantômes de Bougainville ont une ombre, une forme, une substance. Ils sont devenus visibles. Depuis leur trou de combat, les Marines assistent à un spectacle irréel. Des soldats japonais, ces spectres insaisissables qui les harcelaient depuis des semaines, surgissent de la végétation en courant, désorientés. Le lieutenant, réveillé en sursaut, n'a qu'une seule grille de lecture pour interpréter cet événement. Une charge banzai, une attaque frontale désespérée. L'ordre fuse, rauque et libérateur. Feu à volonté. C'est l'exutoire que tous attendaient. Des centaines de fusils, de mitrailleuses crachent leur fureur accumulée. Ils ne visent pas des positions, ils visent des corps. Ils ne combattent pas une tactique, ils anéantissent une cible enfin tangible.
Ils sont convaincus de repousser un assaut grâce à la supériorité écrasante de leur puissance de feu, validant ainsi leur propre doctrine. Ils célèbrent leur efficacité, totalement inconscients d'être les marteaux involontaires dans la forge psychologique de Rho, la conclusion brutale d'une stratégie qu'ils n'auraient jamais pu concevoir. Alors que l'écho des tirs s'estompe, Rho se glisse à nouveau dans le périmètre américain, aussi silencieusement qu'il en était sorti. Il est un fantôme, retournant parmi les vivants. L'odeur de la cordite se mêle à celle de la victoire. Il entend les cris de joie, les tapes dans le dos. Il voit le lieutenant, le visage rayonnant de fierté, déjà en train de formuler le rapport qui lui vaudra une promotion. Rho a réussi au-delà de toute espérance. Il a démantelé la machine ennemie. Mais sa victoire est un secret empoisonné. Il ne peut la partager, il ne peut l'expliquer. En sauvant son unité, il a érigé un mur invisible mais infranchissable entre lui et ses frères d'armes. Il les a sauvés d'une menace qu'il ne comprenait pas, en utilisant des méthodes qu'il ne pourrait jamais accepter. Son triomphe est absolu, tout comme sa solitude. C'est le prix à payer. Le jour suivant, le champ de bataille est une scène de crime que personne ne sait lire. Les corps des snipers d'élite jonchent le sol. Les officiers américains étudient avec fascination leur camouflage complexe, leur équipement minimaliste, la discipline gravée sur leur visage figé. Le rapport officiel conclura à une manœuvre de reconnaissance agressive ayant provoqué une contre-attaque ennemie prématurée et désorganisée, brillamment repoussée. La doctrine est sauve. Le système a réabsorbé l'anomalie en la renommant. Rho, simple caporal parmi les autres, observe la scène, silencieux. Il a vaincu un système en exploitant sa rigidité, pour découvrir que son propre système est tout aussi aveugle, tout aussi incapable de remettre en question ses certitudes. Le conflit externe est résolu, la menace invisible a été anéantie. Mais pour Rho, la véritable guerre, celle contre l'isolement et le poids d'une vérité incommunicable, ne fait que commencer. Dans les semaines qui suivirent, l'incident de la charge Banzai-Evorté devint un cas d'école au sein de l'état-major de la 3e division. Le rapport du jeune lieutenant, magnifiant le rôle de la puissance de feu américaine face à une offensive ennemie désespérée, fut salué comme un exemple de la supériorité de la doctrine du Marine Corps. Il reçut une citation et une promotion, son récit devenant la vérité officielle, gravée dans les archives de la guerre. Le nom de John Rho n'y figurait que dans la liste des participants à la patrouille. Le système, incapable de traiter une information qui contredisait ses propres fondements, avait simplement réécrit la réalité pour qu'elle corresponde à ses manuels. La victoire n'était pas attribuée à une rupture de logique, mais à une application plus intense de cette même logique. L'anomalie fut effacée, absorbée et digérée, laissant la structure de commandement intacte, aveugle et fière de sa propre cécité. Pourtant, une autre histoire circulait, plus discrète et plus tenace, murmurée à voix basse dans les trous de combat et les tentes humides. Les hommes de l'escouade de Rho, bien qu'incapables d'articuler précisément ce qui s'était passé, savaient que la version officielle était fausse. Ils se souvenaient du calme étrange de Rho, de ses disparitions, de sa manière de lire la jungle comme un livre ouvert. Il devint une sorte de légende, le chasseur de fantômes de Bougainville. Ses méthodes, jamais formalisées, commencèrent à infuser la culture opérationnelle. Les patrouilles devinrent plus silencieuses, les soldats plus attentifs aux signes subtils de l'environnement. Une méfiance vers le bruit s'installa. Sans qu'un ordre ne soit donné, une micro-révolution tactique s'opéra au livre du soldat. La validation de Rho ne vint pas des étoiles sur les épaulettes, mais de la survie de ceux qui avaient appris, par son exemple, à écouter le silence. John Rho, lui, fut discrètement transféré quelques semaines plus tard vers une unité logistique à l'arrière. Une décision administrative visant à écarter un élément atypique dont l'efficacité dérangeait plus qu'elle ne rassurait. Il ne fut ni puni ni récompensé. Il fut simplement effacé du théâtre des opérations. La guerre se termina pour lui sans fanfare, le renvoyant au silence du Montana dont il était issu. Mais il n'était plus le même homme. La jungle lui avait appris une terrible leçon. Pour survivre, il avait dû devenir un fantôme pour son propre camp autant que pour l'ennemi. Sa victoire lui avait coûté sa place dans le monde des hommes. Il avait résolu le conflit externe en anéantissant l'ennemi, et le conflit interne en choisissant l'instinct contre la doctrine. Mais ce faisant, il s'était condamné à une solitude définitive, celle d'un homme qui a vu les rouages cachés de la machine et ne peut plus jamais prétendre ne pas savoir. L'histoire de John Rho n'est finalement pas celle d'une bataille, mais la démonstration d'un principe universel implacable. Toute structure parfaitement rigide, qu'elle soit militaire, corporative ou idéologique, porte en elle le virus de sa propre destruction. Sa plus grande force, une discipline absolue et une adhésion sans faille à ses propres règles, est paradoxalement sa vulnérabilité la plus fatale. Pour vaincre un tel système, il ne faut pas l'attaquer de front avec une force supérieure, car il est conçu pour absorber ce type de choc. Il faut le comprendre si intimement que l'on peut retourner ses propres protocoles contre lui. La véritable victoire ne consiste pas à briser le système, mais à créer des conditions dans lesquelles il est obligé de s'autodétruire en suivant sa propre logique à la lettre. Pour faire tomber une forteresse, il ne faut pas toujours détruire ses murs. Parfois, il suffit de lui murmurer les bonnes questions.